bienvenue dans la séquence du Dr Grimm. Eh bien, ce mois-ci, et comme prévu, je vais reprendre la deuxième partie du sujet des suspensions, qui est un sujet qui est assez complexe, et donc il était prévu qu'on le fasse en deux parties. Alors la première partie, le mois passé, était une partie, je vais dire un petit peu les suspensions pour les nuls, à savoir que j'ai essayé de tout simplement, enfin le plus simplement possible, expliquer comment fonctionne une suspension. Dans cet épisode-ci, eh bien, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin au niveau technique. Et je vais aussi faire une partie plutôt pour tout ce qui est pistard, pour tout ce qui est racing, enfin je vais dire une partie un peu plus technique pour tous ceux qui utilisent leur moto sur circuit. Donc comme je vous l'expliquais dans l'émission précédente, en fait de manière assez globale, un amortisseur ou une fourche, ça fonctionne avec une réserve d'huile et deux conduits, un compression, un détente, et en fait ça n'arrête pas de fonctionner l'un dans l'autre, à savoir que à chaque fois que l'amortisseur ou la fourche se compresse, eh bien l'huile passe dans le conduit de compression et quand elle se détend, eh bien le liquide repart par le conduit de la détente. Alors ça peut paraître très simple et très basique, et en fait ça ne l'est pas. Une fourche ou un amortisseur sont quand même des éléments très complexes avec beaucoup de composants internes. D'ailleurs, comme vous pouvez le constater sur ici le visuel, vous voyez que l'intérieur d'une fourche ou d'un amortisseur est assez complexe. On parle de pistons, on parle de conduits, on parle de joints, dans certains cas on parle de gaz, vous verrez que c'est vraiment extrêmement complexe. Bon, au niveau de la composition d'un amortisseur, je vous avais aussi parlé des différents réglages que sont la précharge, que sont la compression ou la détente. Alors il faut savoir que les constructeurs prennent du temps pour, bien évidemment, faire évoluer ces suspensions. Et donc, quand vous vous attaquez au réglage que vous expliquez le mois passé, eh bien, il faut évidemment bien localiser où est le réglage de précharge, où est le réglage de compression et où est le réglage de détente. Alors c'est très aléatoire, à savoir que ces dernières années, on voit des évolutions majeures. Avant, de manière classique, la compression était toujours en bas, la détente en haut sur une fourche et la précharge au-dessus. Et on a vu ces dernières années une évolution des produits qui fait que aujourd'hui vous avez parfois sur le canon, sur chaque canon, vous avez la compression et la détente qui sont au-dessus avec la précharge du ressort en bas. Vous avez parfois, c'est plus rare mais ça existe, parfois un seul canon de fourche qui est juste dédié à la compression et l'autre à la détente. Et donc de toute façon normalement c'est toujours marqué, il est marqué comp pour compression. Par contre pour la détente, en anglais c'est rebound, donc en général on retrouve le signe REB. Et donc faites bien la différence, localisez bien où est la compression, la détente et le réglage de précharge avant de vous attaquer au réglage de vos suspensions. Alors, malgré tout, comme je vous l'expliquais aussi le mois passé, c'est que les constructeurs mettent des suspensions sur les motos, mais évidemment, ils font des choix pour que la suspension soit la plus polyvalente possible, que vous puissiez l'utiliser. Mais le constructeur ne sait pas toujours quelle est l'utilisation précise et certaines motos sont reconnues pour avoir des faiblesses, avoir un ressort un peu trop souple à l'avant ou à l'arrière. Enfin, il y a des motos qui sont réputées trop souples et en fait ce sont des choix qui ont été faits pour donner la moto la plus confortable possible. Malheureusement, dans certains cas, eh bien, le ressort ne vous convient pas et il n'est pas rare de voir quelqu'un qui change ses ressorts de fourche. C'est plus rare pour l'amortisseur, mais il faut savoir que c'est faisable et donc c'est une manière qui est tout à fait envisageable de modifier les suspensions si l'origine ne convient pas, c'est de changer les ressorts et éventuellement les settings d'hydraulique. Alors évidemment, pour ce faire, il faut faire appel à des professionnels, à des spécialistes de la suspension et c'est vrai qu'ils sont relativement rares. Alors si de nombreux concessionnaires ou garages ont les compétences pour pouvoir travailler sur une fourche, parce qu'une fourche est relativement facile, par contre pour l'amortisseur c'est plus compliqué. Donc ce que je vous conseille quand vous faites appel à un professionnel, vérifiez quand même les compétences parce que voilà, peu de gens sont vraiment capables de faire l'entretien correctement de la fourche et de l'amortisseur. Et donc, par exemple, King Mecha, pour tout ce qui est Wallonie et région bruxelloise, eh bien, est une entreprise réputée pour faire toute marque et pour pouvoir modifier vos suspensions, faire l'entretien ou même éventuellement acheter une suspension si vous désirez carrément changer pour quelque chose de plus qualitatif.
Alors, un point que je voudrais aborder, qui est un point sensible, c'est le point de l'entretien des suspensions. Alors moi qui suis motard depuis de très très nombreuses années, alors oui, l'entretien des suspensions est quelque chose de relativement régulier pour moi qui suis un pistard, mais c'est vrai que peu de gens estiment qu'ils doivent faire l'entretien de leurs suspensions et c'est une grave erreur. Les suspensions d'une moto de route, inévitablement, fonctionnent de moins en moins bien avec le temps. Il faut considérer que dans vos suspensions, vous avez de l'huile et même parfois du gaz. Et en fait, ce mélange d'huile et d'air ou de gaz n'arrête pas de se mélanger, de passer dans la suspension, et comme toute huile qui circule et qui travaille, eh bien forcément elle finit par se dégrader. Alors il ne faut pas non plus sous-estimer le fait que même si vous avez des joints au ring partout et qu'on peut estimer qu'un amortisseur ou une suspension ou une fourche sont étanches, en fait ce n'est pas le cas. Il y a bien évidemment des microparticules qui rentrent, qui viennent se déposer sur les canons de fourche ou sur la tige et à force de fonctionner, si jamais vous roulez, que ce soit sur le sec ou plutôt sur le mouillé, parce que là évidemment ça met encore plus de crasse, mais il faut savoir qu'il y a des microparticules qui rentrent dans votre fourche ou dans votre amortisseur. Ces microparticules finissent par s'accumuler, viennent et se déposent dans le fond, se mélangent au liquide. Alors évidemment, si vous voulez, on ne se rend pas compte de la diminution de la qualité d'amortissement parce que c'est un phénomène qui est très évolutif et qui met des années, mais en fait, clairement, on peut constater une différence de qualité d'amortissement sur le temps et il faut entretenir ces suspensions, que ce soit sur la route, sur la piste, et alors ceux qui font en plus du motocross ou autre chose le savent mieux que personne, l'entretien des suspensions est quelque chose d'inévitable et de tout à fait nécessaire. Alors, certains vont dire, oui, mais moi, on m'en a jamais parlé, mon garagiste ne me le propose pas. Alors c'est vrai que ça paraît incroyable, moi-même je suis souvent étonné du fait que quand on parle de gros entretiens, de petits entretiens, de autant de milliers de kilomètres, eh bien on ne parle jamais de « ah oui on a fait les suspensions ». Eh bien une fois de plus j'en reviens au fait que malheureusement autant ces gens ont des compétences pour tout ce qui est moteur et ceci, autant pour les suspensions c'est quelque chose de beaucoup plus délicat et en général ils préfèrent pas y toucher et c'est pas trop intégré dans le processus d'entretien. Bon, maintenant, moi j'ai pris contact avec des professionnels, je me suis pas mal renseigné. En général, on conseille de faire l'entretien d'une suspension pour une moto de route aux alentours des 20 à 30 000 km. Bon, ça me paraît évidemment un peu excessif parce que faire l'entretien de ces suspensions chaque année, c'est compliqué, c'est aussi relativement cher. Et je dirais plutôt qu'il faut y penser plutôt toutes les 2 à 3 saisons en fonction du nombre de kilomètres que vous faites par an. Maintenant, si vous faites réellement 20 à 30 000 km par an, eh bien clairement, vous devez faire l'entretien de vos suspensions chaque année. Donc pour clôturer ce chapitre suspension route, utilisation normale, eh bien écoutez tout simplement, je vous invite à essayer d'un petit peu améliorer votre technique en suspension, utilisez mes conseils, n'hésitez pas à faire un petit clic ou l'autre, faites des tests et si nécessaire, et surtout n'oubliez pas, faites l'entretien de vos suspensions. Maintenant je vais passer à la version piste et donc me voilà parti pour me changer. Alors les amis pistards, eh bien vous me connaissez bien pour mettre au point pas mal de machines. Et donc, je vais essayer de vous expliquer, enfin de vous donner un petit peu les bases parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Je vois beaucoup d'aberrations, je vois beaucoup de choses qui sont anormales dans le paddock et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, je vais vous expliquer pourquoi je me suis intéressé aux suspensions et c'est une anecdote que je vais qualifier d'assez drôle parce que en fait, moi-même, j'ai voulu m'intéresser très vite aux suspensions. J'ai suivi tous les stages de Steven Kazar qui a écrit les fameux livres « Le chrono ne ment pas » parce qu'à l'époque, j'étais chef d'entreprise, je n'avais pas le temps de m'entraîner, je n'avais pas le temps de faire du sport, mais je voulais rouler plus vite. Et donc, je me suis dit, la seule manière de pouvoir rouler plus vite sans faire de sport, eh bien, ça va être d'améliorer le comportement de ma moto. Et de là est parti tout mon intérêt pour les suspensions et la compréhension du système dans sa globalité. Alors en fait, quand je m'occupe d'une moto, la première chose à laquelle je m'intéresse, c'est la course morte. Alors la course morte, c'est quoi, me diront certains? Eh bien, c'est relativement simple. C'est quand vous avez votre moto qui est posée sur ses béquilles ou qui est tout simplement toute droite, eh bien en fait, le poids de la moto appuie sur les suspensions et vous avez donc un phénomène de descente de la moto sur les suspensions qui compresse légèrement les ressorts. Alors en fait, la course morte, c'est très simple, c'est que si vous prenez le frein et que vous tirez sur le guidon, eh bien en fait vous allez pouvoir détendre la fourche. Pour l'arrière, en fait ce qu'il faut faire c'est vous appuyer sur l'arrière et puis une fois que
vous avez bien appuyé sur l'arrière, vous reprenez par en dessous, vous tirez, et là, il doit y avoir un espace. Donc la course morte idéale pour une fourche de moto de piste se situe entre 2 et 3 cm, et il faut compter entre 1 et 2 cm pour l'arrière d'une moto. Alors moi je vous conseille d'utiliser tout simplement 1 mètre pour calculer, et au niveau de la fourche, si vous voulez tout simplement voir quelle est la course morte, eh bien normalement vous avez tous un colson sur la tige de fourche, et donc vous le mettez au plus haut, avec un ami vous soulevez la fourche, et au moment où vous soulevez, vous rendrez compte qu'en fait la fourche se détend de 2 à 3 cm, ce qui est en fait la course morte idéale comme je viens de vous l'expliquer. Maintenant, pour pouvoir modifier la course morte, vous devez en fait régler la précharge. Et c'est là que ça devient intéressant parce que je vois beaucoup de gens utiliser la précharge pour tout et n'importe quoi. Beaucoup de gens en fait, par peur d'utiliser l'hydraulique, se mettent à toucher à la précharge. Alors là, je voudrais être très clair. En fait, la manière dont vous devez procéder pour tomber sur la bonne course morte, c'est de jouer sur la précharge du ressort. Alors, si vous vous rendez compte que vous n'avez pas assez de course morte et que vous avez moins de 2 cm de course morte, ça veut dire que vous devez dévisser et enlever de la précharge du ressort pour tout simplement un petit peu le décompresser. C'est la même chose pour l'arrière. Et au contraire, si vous avez une course morte qui est trop élevée, donc au-delà des 3 cm, vous devez charger et compresser le ressort pour en fait tout simplement le raccourcir. Maintenant, une fois que vous avez les bonnes courses mortes, théoriquement, vous ne devez plus toucher à la précharge du ressort, et ça c'est hyper important. Je vois trop de gens qui, pour un oui, pour un non, ah j'ai des problèmes, je comprends pas bien ma moto, ah je rajoute un peu de précharge, j'enlève un peu de précharge. C'est pas le bon réflexe. En fait, n'oubliez pas que pour régler une moto, l'idéal c'est d'utiliser tout simplement l'hydraulique par la compression et la détente. Donc, une fois que vous avez adapté votre moto pour avoir la bonne course morte à l'arrière et la bonne course morte à l'avant, théoriquement, vous ne devez plus toucher à la précharge. Vous pouvez effectivement et éventuellement utiliser la précharge juste pour faire des transferts d'assiettes ou des tests d'assiettes. Ça veut dire que si vous trouvez que la moto est peut-être un petit peu trop en arrière, eh bien, si vous rajoutez de la précharge à l'arrière, vous allez légèrement monter l'arrière. Si c'est concluant, en fait, il ne faut pas garder le réglage tel qu'il est, il faut revenir en arrière pour enlever la précharge. Par contre, il faut modifier l'assiette de la moto, ou bien vous descendez la moto sur les canons de fourche, ou bien, si vous avez la possibilité, sur les amortisseurs racing, ça existe bien évidemment, vous avez la possibilité d'allonger l'amortisseur, et là vous le rallongez. Donc en fait, vous faites des tests d'assiette avec la précharge, mais vous la rétablissez toujours pour avoir la bonne course morte. Si vous avez des problèmes d'assiette, vous rectifiez tout simplement de manière mécanique avec l'amortisseur ou la fourche. Alors certains me diront évidemment, mais comment est-ce qu'on sait qu'on a un problème d'assiette? Eh bien ça, c'est évidemment quelque chose de compliqué et en même temps de relativement simple. Bon, il y a vraiment des personnes qui ont de l'acquisition de données, tout ça peuvent relativement facilement estimer les problèmes d'assiette. Il y a aussi la possibilité de peser la moto, ça veut dire tout simplement la déposer sur 2 balances et voir combien de pourcents vous avez, combien de kilos d'un côté et de l'autre. Bon, ça c'est la partie vraiment hyper technique qui est vraiment difficile à appliquer. Moi j'ai un truc relativement simple, c'est qu'en fait je me fie aux pneus avant. Tout simplement. En fait, si vous faites la bonne course morte, vous roulez avec la moto, vous faites 2-3 sessions, 2-3 runs, et si vous vous rendez compte qu'en fait vous avez encore plus d'1 centimètre de pneus non utilisés sur les flancs à l'avant, eh bien en fait c'est que la moto est un peu trop en arrière. Si vous, à ce moment-là, si vous allongez l'amortisseur, si vous en avez la possibilité, ou si vous descendez les canons pour que la moto soit plus en avant, vous allez constater que dans les sessions qui suivent, en fait, le niveau d'usure sur les bords va augmenter. Quand une moto est parfaitement réglée, en fait, on arrive très très proche du bord du pneu. Mais, évidemment, en fonction du type de pilotage, ça change d'un pilote à un autre. À savoir que, pour un vrai bon pilote, eh bien, il va rester sur les freins très longtemps. L'angle de chasse
va fermer et va faire plonger la moto. Et donc, quand il va arriver dans le virage, eh bien, évidemment, le bord du pneu va s'accentuer et vous allez accentuer l'angle que vous mettez sur le pneu. Donc, il faut rester relativement prudent et être attentif au niveau d'usure latérale de votre pneu avant. C'est en général à ça que je me fie pour savoir si une moto est trop en avant ou trop en arrière. Donc là, je viens d'essayer de vous donner une base de réflexion par rapport à l'assiette et par rapport à tout ce qui est précharge et course morte. Maintenant, il est temps d'aborder la partie hydraulique. Alors déjà, il faut bien différencier les personnes qui roulent avec des suspensions d'origine et les gens qui roulent avec des suspensions de type racing. Il y a beaucoup de marques, mais enfin, ce sont des composants qui sont évidemment étudiés pour une utilisation en compétition, par exemple. Alors en fait, la grosse différence, c'est qu'une suspension d'origine est souvent déjà trop souple au niveau des ressorts, à savoir que la contrainte qu'on met sur une moto quand on roule en piste est bien supérieure que ce qu'on met sur la route. Alors sur piste, on freine beaucoup plus fort, on accélère beaucoup plus fort et donc en général, de manière normale, les suspensions d'une moto d'origine sont trop souples. De plus, les matériaux utilisés pour construire ces éléments sont des matériaux qui sont bien moins coûteux, des matériaux moins nobles que les suspensions racing, et c'est pour une raison relativement simple, c'est par rapport à la dilatation. En fait, les suspensions, quand elles travaillent beaucoup, ce qui est le cas en piste évidemment, eh bien elles chauffent. Et qui dit chauffe, dit dilatation. Et donc vous avez un phénomène de dilatation globale de tout l'amortisseur ou de toute la fourche qui chauffe. Et donc cette dilatation, quand vous avez un matériau un peu moins noble, de l'aluminium classique ou quoi que ce soit, eh bien, il se dilate et donc vous arrivez à un système où en fait le réservoir d'huile s'agrandit légèrement et vous avez du pompage parce que ça chauffe. Alors qu'avec les alliages utilisés pour les suspensions racing, eh bien en fait vous avez toujours la même quantité d'huile, il y a très peu de dilatation et donc vous avez une constance de fonctionnement qui est bien meilleure, raison pour laquelle la majorité des pistards optent pour des suspensions de type racing. Alors par rapport au réglage de l'hydraulique, évidemment, comme je vous l'avais dit dans l'émission précédente, l'idéal c'est comme sur la route, enfin c'est comme partout, prenez d'abord une base, ça veut dire la base existante, vous prenez le réglage, vous allez jusqu'à fond pour fermer, vous voyez combien vous avez, vous redévissez de la même quantité et donc là vous pouvez calculer quelle est la base. Alors évidemment, sur les suspensions d'origine, quand je dois les régler, souvent j'arrive à des réglages que je vais qualifier extrêmes, à savoir que par exemple, il est assez régulier que pour une moto de piste, pour un amortisseur arrière d'origine, eh bien j'arrive à des valeurs du style vis à fond, moins 1. Donc moins un clic ou moins un demi-tour. Donc ça veut dire qu'en fait, j'ai quasiment fermé à fond, ce qui ne pose pas vraiment de problème parce que malgré que ce soit fermé à fond, il y a toujours de l'huile qui continue à circuler, mais de manière évidente, en fait, on est sur des réglages. En fait, on est tout simplement en train d'utiliser un élément de suspension qui travaille, mais qui n'est pas prévu pour ce genre d'utilisation. Alors, c'est vrai que si vous avez un niveau de pilotage débutant ou amateur, c'est vrai que la question peut se poser de oui, est-ce que j'achète des suspensions ou pas? Je pense qu'il y a déjà moyen de rouler et se faire déjà bien plaisir avant d'aller au bout de ces suspensions, mais pour toute personne qui commence à avoir un vrai niveau de pilotage, je pense qu'objectivement, ou bien vous faites transformer vos suspensions, ce qui est tout à fait imaginable, avec un changement de ressort et un changement interne d'hydraulique pour améliorer l'hydraulique. Donc c'est une transformation de votre amortisseur qui est envisageable, mais qui va coûter un certain prix et vous allez quand même arriver à des limites assez rapidement. Donc je pense que pour ceux qui continuent vraiment la piste et qui ont un niveau qui augmente sans cesse, l'idéal c'est quand même de remplacer et mettre des éléments de type racing. Alors en général, quand je me penche sur l'hydraulique d'une moto, eh bien en fait c'est relativement simple, c'est que sur une suspension racing, en fait je vise relativement au milieu. Si vous avez 24 clics, eh bien j'en mets 12 pour commencer et puis je teste, je vois. Il est évident que dans la manière dont vous devez régler vos suspensions, et ça je ne sais pas vous donner d'indication, à savoir que chaque moto est différente, c'est qu'il faut évidemment que la suspension travaille sur toute sa longueur et donc quand vous avez un colson sur le canon de fourche, eh bien, quand vous utilisez votre moto de manière normale et que vous revenez après une session, normalement, ce colson doit être le plus bas possible, près du bas de fourche, pour vraiment considérer que vous utilisez la suspension sur toute sa longueur. Maintenant, il est possible que vous l'utilisiez sur toute sa longueur et qu'elle soit trop souple. Donc, une fois de plus, il faut être un peu couillu
Et en fait, vous ne devez pas hésiter à faire des tests. Ça veut dire que pour la compression, si vous voyez que vous arrivez au fond, en fait, peut-être que votre moto est trop souple, mais vous ne vous en rendez pas compte. La seule manière de le savoir, c'est tout simplement, eh bien, rajouter un clic en compression pour fermer la compression et donc pour ralentir. Si vous faites une session et que vous vous rendez compte que vous êtes toujours au même niveau et que vous n'avez pas perdu en confort, si votre chrono est toujours bon, vous allez même sans doute normalement vers une amélioration. Alors, en fait, tant que vous ne voyez pas que le colson remonte, en fait, ça veut dire que vous n'avez toujours pas mis suffisamment de compression. Donc, vous faites des tests, vous rajoutez des clics, vous durcissez, enfin, vous freinez de plus en plus jusqu'au moment où, en fait, le colson va se retrouver un peu plus haut. À partir du moment où il est un peu plus haut, c'est que vous avez peut-être fait un clic ou deux en trop et vous pouvez revenir en arrière. Et là, vous arriverez sans doute au meilleur compromis et vous aurez, entre guillemets, aussi compris ce que c'est d'avoir peut-être une fourche légèrement trop dure puisqu'elle ne va plus tout à fait en butée d'amortisseur. Alors au niveau de la détente, j'ai un principe de base qui m'a été expliqué de nombreuses fois par des pilotes. Eh bien, c'est qu'en général, la vitesse de plongée, donc ça c'est la compression, vous devez avoir toujours une vitesse de remontée légèrement supérieure à la vitesse de plongée. Ça veut dire que si vous avez par exemple 24 clics en compression et que le bon réglage est par exemple vis à fond moins 10 clics, eh bien ça veut dire que vous devez avoir une vitesse de remontée légèrement supérieure, donc vous devez faire vis à fond moins 12 clics, donc ça veut dire que vous l'avez ouvert un peu plus. Alors ça c'est la théorie, le mieux c'est en pratique, c'est tout simplement de mettre les réglages, de considérer qu'en fait quand vous appuyez, vous freinez et que vous appuyez sur la fourche, eh bien au moment où elle remonte, elle doit toujours remonter légèrement plus vite qu'elle plonge pour une raison très simple, c'est qu'au moment où vous réaccélérez, si vous réaccélérez de manière rapide, eh bien la fourche doit pouvoir se détendre pour que la roue reste au sol. J'ai une dernière chose sur laquelle je voudrais insister qui est assez importante, qui a tout simplement mis sa moto chez l'un ou chez l'autre, un spécialiste, et qui me dit oui, je lui ai donné mon poids, il a mis les suspensions et donc elle est réglée. Donc il faut arrêter de se dire que juste parce qu'on a donné son poids et qu'on a mis la moto chez quelqu'un, que le réglage est fait et qu'il ne faut plus y toucher. Il faut adapter et parfois ça m'est déjà arrivé aussi de partir avec un ressort qui m'avait été conseillé par rapport à mon poids et puis parfois devoir changer le ressort, devoir mettre un ressort plus dur ou parfois plus souple parce que tout simplement je voyais bien que l'amortisseur ne travaillait pas sur toute sa longueur ou bien était tout le temps embuté, ce qui nécessitait de changer le ressort. Bon, vous l'aurez compris, j'ai essayé de vous aider au maximum, je vous ai donné un maximum de trucs. Les suspensions, ça reste quelque chose de délicat, il faut jouer. Et plus vous allez jouer, plus vous allez pouvoir performer et apprendre à gérer vos suspensions, à les adapter en fonction du circuit, en fonction des conditions météo et ce genre de choses. Tout est une question de compromis, le réglage idéal n'existe pas parce que si vous modifiez l'avant, ça va avoir une influence sur l'arrière et vice-versa. Donc voilà, je vous invite à être, comme je le disais tout à l'heure, couillu et n'hésitez pas à faire des clics. C'est vraiment la seule solution pour que vous puissiez apprendre à utiliser vos suspensions. Eh bien écoutez, voilà, c'est ici que se ferme le volet suspension. J'espère que vous avez compris la majorité de ce que j'ai essayé de vous expliquer. Bien évidemment, je vous invite à vous documenter si vous vous y intéressez. Je parlais tout à l'heure de ce fameux livre qui est Le chrono ne ment pas de Stephen Kazar. Entre autres, vous avez pas mal de bouquins là-dessus ou même de tutos. Donc documentez-vous un maximum à ce sujet. Eh bien, pour le mois prochain, j'ai décidé d'attaquer un sujet tout autre, à savoir les freins. Ça fera l'objet de la prochaine émission et donc je me fais une joie de vous retrouver le mois prochain. D'ici là, gaffe sur la route.